Bonjour à tous, je suis heureuse de vous rencontrer par voie virtuelle. Alors, comment me présenter? Peut-être en vous lisant un poème qui pourrait être une chanson et qui s'appelle Oiseau de passage. Je suis un oiseau de passage à l'ombre d'un jardin secret, brodé de vent, de fleurs sauvages. Je suis l'oiseau d'un songe étrange. Je siffle un refrain oublié ou l'utopie du devenir dans ce jardin, havre de paix. Pinsons, citelles ou bien mésanges. Je rêve d'un monde nouveau, d'un jardin bleu sans violence, fleuri d'espoir, bercé de mots. Écoutez le souffle de l'ange. Je suis l'oiseau du lendemain, posé sur la branche du cœur, l'oiseau qui choisit son destin. Il est temps que le monde change. Voilà, oiseau de passage, c'est un petit peu ce que je suis. Il manque la note humoristique quand même, car le comique est un de mes registres, avec d'ailleurs un humour qui est parfois noir. Il manque aussi ma facette de plasticienne, que vous pouvez retrouver dans la carte multimédia des Nouvelles du Mont-Saint-Michel, puisque je fais aussi des céramiques, peintures, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des textiles, c'est-à-dire des tableaux à base de tissus que j'associe en général à des textes. Voilà, des photos également. Alors, je suis auteure de théâtre, de poèmes, chansons, de comédies musicales, voilà, de nouvelles, de romans, pour tous les âges. Parce que quand j'écris, j'ai beaucoup publié pour la jeunesse, mais quand j'écris, c'est comme si j'étais en train de m'adresser à des enfants ou des ados ou des adultes. J'ai pas besoin de réfléchir sur la terminologie, les thèmes qui leur plaisent, le vocabulaire et les expressions, etc. C'est automatique, ça coule de source. Je suis en train de parler. C'est comme une oralisation finalement qui passe par les mots écrits. Alors, comment ai-je connu Jacqueline et Jean-Claude Barral du théâtre de la Grès? C'était il y a longtemps. Ils m'ont contacté tout d'abord pour pouvoir utiliser un de mes sketchs dans un de leurs spectacles. C'était sur la nourriture, je crois. Et puis ensuite, ils m'ont commandé une pièce pour monter un spectacle sur le vin. Sur le vin, je n'y connaissais pas grand-chose. Alors, j'ai plongé non pas dans la boisson, mais dans toute l'histoire du vin, dans l'œnologie et tout ce qui s'ensuit. Voilà. Et ça a donné la psychanalyse du vin sous le titre de In Vino Veritas. Et j'ai eu la chance, il y a une dizaine d'années, de pouvoir voir ce spectacle à côté de Genève, où j'étais allée voir mon fils dans le coin, dans le Jura. Et c'est là que j'ai rencontré, pour de vrai, Jacqueline et Jean-Claude, et ça a été une sorte de coup de foudre. Voilà. Alors ensuite, ils m'ont commandé d'autres choses. C'était un spectacle qui était en lien avec la Saône, d'où une pièce et puis des nouvelles. Et ce spectacle donnera récemment naissance à la carte multimédia qui s'appelle Au fil de la Saône. Alors, Jacqueline et Jean-Claude, j'ai l'impression qu'ils ont tout le temps des nouvelles idées, des nouvelles propositions, et on joue le jeu et on est passionné comme eux. Alors, il y a eu, par exemple, l'aventure du CD à l'écoute du Mont-Saint-Michel. Parce qu'en amont, alors, je pense que vous le verrez mieux incrusté, mais en amont de ce CD, c'est un challenge que je m'étais fixé pour l'année 2015. Je voulais écrire chaque jour, chaque semaine plutôt, une nouvelle, ce qui aurait fait 52 nouvelles en lien avec le Mont-Saint-Michel. Parce qu'il fallait que je trouve un fil rouge, et ce fil rouge, eh bien, ça a été comme une petite maison de pierre sur le mont, et puis le mont lui-même. Alors j'ai atteint 42 textes, il y a des nouvelles, quelques poèmes, quelques sketchs aussi. Je ne suis pas allée jusqu'au 52 parce que j'ai été ralentie pendant l'été à cause du babysitting. Voilà. Et quand Jacqueline et Jean-Claude ont eu envie de monter, de bâtir ce CD qu'on a appelé À l'écoute du Mont-Saint-Michel,
je leur ai suggéré d'aller puiser finalement sur mon site internet où j'avais mis mon challenge et ils ont choisi 12 nouvelles qu'ils ont mises en mots et en sons, et d'où la naissance du CD à l'écoute du Mont-Saint-Michel. Alors l'écoute, c'est quelque chose qui est important pour moi, parce que si on était un peu plus à l'écoute, ça changerait beaucoup de choses dans la vie. Alors je vous lis un petit texte, un poème aussi, qui s'appelle L'écoute. Écoute les bruits, le chant de la vie. Écoute les rêves au fil de la nuit, rêves épurés ou chargés d'embrun, appels incompris, secrets incertains. Écoute les mots parfois murmurés par ceux dont les choix ne sont que brouillard. Écoute leur corps, leur moindre regard. Écoute le vent muet de naissance, écoute les voix noyées d'espérance. Écoute ton âme venue de si loin, elle a tant à dire. Ces mots sont les tiens. Écoute l'éther de la connaissance. Écoute sans fin le cœur du silence. Ce que je préfère écrire, en fait, ce sont le théâtre, la poésie et les nouvelles. Les romans, c'est un travail à long terme et j'y éprouve beaucoup moins de plaisir. Parce que c'est vraiment quelque chose qui demande d'abord des recherches énormes, et puis c'est à long terme. On n'en voit pas le bout parfois, ça prend des mois aussi. Donc j'en ai écrit pas mal, mais ce n'est pas dans les romans que je me sens le mieux. C'est vraiment les poèmes, le théâtre, les nouvelles, c'est de l'écriture automatique. J'ai un point de départ, je commence à écrire, alors soit à la main en laissant filer mon crayon, soit en tapotant sur mon clavier, plop, les doigts dansent tout seuls. Ça commence et ça va jusqu'au bout. Et quand je relis, je ne change pratiquement rien. Bon, si je prends un exemple, dans une pièce de théâtre, mettons une pièce policière par exemple, j'ai des personnages que je mets en place, je fais rentrer sur scène ceux qu'on n'attend pas. Comme j'ai été longtemps prof de théâtre et metteur en scène, je veux être surprise autant que le spectateur. Et il arrive que 2 scènes avant la fin, je ne sais pas qui est l'assassin. Et dans ce cas-là, je laisse reposer, je relis tout le lendemain, bon sang, mais c'est bien sûr, et j'ai trouvé. Et en fait, je vais changer pratiquement rien. Les poèmes, alors là, ça sort tout seul, et les nouvelles, c'est presque la même chose. Je ne change pratiquement rien. La nouvelle, c'est comme un ruisseau qui s'écoule. Voilà, sans le moindre effort. Alors, pour finir cette présentation, j'avais envie de vous lire justement une nouvelle. Une nouvelle qui est extraite d'un de mes recueils, Le Passeur d'îles, aux éditions Corlet. Et j'ai choisi Le crabe pince sans rire, qui se passe à Belle-Île, en Bretagne, non loin de mes racines. Il avait brûlé les planches dès l'adolescence. Acteur de théâtre qui ne décrochait que des rôles secondaires dus à un physique très particulier. Le contraire du jeune premier. Il aurait fait un parfait gangster de série B, mais prétendait être allergique à la caméra. Las de jouer les faire-valoir, il avait fini par mettre le feu aux poudres en franchissant le cap de la quarantaine. Il s'était mis à haïr les théâtreux pour se donner une bonne raison de fuir et de se réfugier sur son bateau. Une haine viscérale l'avait aidé à faire le deuil de ses rêves d'enfant et l'avait coupé du monde. Haïr, exécrer, abhorrer, aucun mot ne pouvait décrire ce qu'il ressentait. Le poison ne cesserait plus de le ronger. Pendant plus de 30 ans, il avait ainsi brûlé la vie par les deux bouts, alignant les petits boulots et les lignes de coke. Elle se vengeait à sa façon. Lui, l'amateur de tourteaux, se faisait grignoter par un crabe pince sans rire. Refusant traitement et hospitalisation, il tourna le dos au monde pour passer ses derniers mois ou dernières semaines sur son bateau. Lucas, le solitaire, irait se perdre en mer. Mais avant de quitter le continent, il retourna à Belle-Île. Il y avait passé une enfance heureuse. Cela lui semblait si lointain. Il jeta l'ancre dans le port de Sauzon. En cette fin septembre, les touristes avaient déserté l'île. Lucas se retrouvait des années en arrière. Il se rendit à quai pour se ravitailler et déguster une douzaine d'huîtres. L'envie lui prit de longer la côte jusqu'à la pointe des Poulains.
Il confia son sac de courses au patron du bar-resto et s'éloigna vers le nord-ouest. Lentement. Par moments, son corps ne lui obéissait plus, le souffle lui manquait. Le chemin côtier de son enfance lui paraissait à présent si long, montant, descendant sans cesse. Autrefois, il courait, poussait des cris d'apache ou serrait les mâchoires pour mieux accélérer. À présent, chaque pas lui demandait un effort. Il s'arrêta sur la plage de Borderie, égrena de minuscules galets blancs de lune. Puis il vida une canette et mâchonna un sandwich avant de reprendre sa marche sur le sentier désert. Une deuxième pause au pied des massifs d'hortensia fut nécessaire. Les fleurs bleues étaient fanées, mais il préféra les imaginer reflets de ciel dans la lumière d'automne. Près de 3 heures s'étaient écoulées quand il atteignit la pointe des Poulains. Le phare et le fortin étaient tels qu'il les avait gravés dans un coin de son cœur. Des nuages voilèrent le soleil et grisèrent la surface de l'eau. Avant de regagner Sauzon, Lucas voulut revoir l'endroit où il allait s'asseoir. Le siège que Sarah Bernard avait fait creuser dans le granit face à la mer. Là, il avait su rester immobile, répétant toujours la même promesse faite au cormoran. Quand je serai grand, je serai acteur. Il descendit au ralenti, s'agrippant au rocher et se tourna vers la gauche. La place était déjà prise. Une femme âgée, vêtue de façon démodée, regardait l'horizon. Agacé, Lucas se rebella. D'ici peu, il serait sur l'autre rive, si tant est qu'elle existât. Cet instant de solitude lui revenait de plein droit. Il voulait s'asseoir à nouveau, faire le bilan de sa vie et crier aux oiseaux de passage « Vos gueules, les mouettes !» pour chasser un trop-plein de rancœur et le sentiment d'avoir échoué. La vieille femme ne bougeait pas. Furieux, il décida de revenir sur ses pas, mais quelque chose l'intrigua. Ce profil ne lui était pas inconnu. Où avait-il rencontré cette femme? Peut-être ici, quand il était adolescent? Elle devait avoir à peu près le même âge que lui, environ 72 ou 73 ans. Elle tourna vers lui son visage, fixant un point au-dessus de son épaule sans tenir compte de sa présence. Et il décela une ressemblance frappante avec l'actrice célèbre, surtout dans le regard. Il s'agissait sans doute d'une descendante de Sarah Bernard. La vieille femme se releva en s'appuyant sur une canne, et Lucas tressaillit. Était-elle amputée d'une jambe comme l'actrice? Il eut alors l'impression de revivre un roman qui l'avait marqué, l'invention de Morel de Biot Casares. Cette femme n'était qu'une projection en 3 dimensions. Le système cinématographique de Morel, lié au marais, avait été remis en fonction, et Sarah Bernard revivait éternellement les mêmes scènes, son dernier passage à Belle-Île. Lucas se sentit soudain démuni, victime d'hallucinations. Le crabe gagnait du terrain, s'attaquant à ses neurones et sa capacité de réflexion. Il valait mieux battre en retraite. Il esquissa un geste, mais la voix d'or qui avait fait le tour du monde articula. « Monsieur, pourriez-vous m'aider à remonter sur le chemin ?» Il jeta un coup d'œil discret derrière lui. Personne, aucune autre silhouette en 3 dimensions. Morel n'était pas au rendez-vous. Ce n'était qu'un sosie de l'actrice. « Oui, vous, monsieur, insista-t-elle. En déséquilibre, elle s'accrocha à son épaule et lui confia. J'aime venir chaque année dans cette île pittoresque, goûter tout le charme et de sa beauté sauvage et grandiose. J'y puise sous son ciel vivifiant et reposant de nouvelles forces artistiques. » Lucas connaissait cette citation, les propres mots de Sarah Bernard. Le sosie avait dû l'apprendre par cœur pour la lui servir sur un plateau et mieux le berner. Elle le prenait pour un pigeon et jubilait en lui jouant son numéro. Il n'osa protester et aida la vieille femme à regagner le terrain plat, n'étant lui-même guère vaillant. « Merci, monsieur, nous nous sommes rencontrés ici. Nous aurions pu nous croiser sur les planches si vous n'aviez abandonné le métier. » Il eut un mouvement de recul. Comment était-elle au courant de ces années d'acteur raté? Elle avait dû se renseigner, mais où? Auprès de qui? Monsieur, pourquoi haïr ce milieu que vous avez fui, car il n'a pas su vous apprécier à votre juste valeur? Il faut haïr très peu, car c'est très fatigant. Il faut mépriser beaucoup, pardonner souvent,
mais ne jamais oublier. De nouveau, elle citait l'actrice, cependant elle en savait trop sur lui. Lucas grinça des dents. Elle était bien renseignée, la vieille pie. Oui, il avait haï ce milieu du théâtre, ce monde des apparences, où il n'avait pu réaliser ses rêves. Dans cet amalgame s'étaient dissous ses amis, sa femme et ses enfants de la balle. Le bilan s'était soldé par un échec et un rejet définitif. 32 ans plus tard, il ne parvenait pas à regretter le choix qu'il avait fait, ni à évacuer la haine dont il s'était nourri. Elle lui tendit le bras. Marchons jusqu'au fortin, monsieur. Quand j'en ai fait l'acquisition, il était désaffecté. J'ai dépensé beaucoup d'argent pour l'aménager et faire creuser un puits. Auparavant, Lucas aurait claqué une porte virtuelle et serait allé se retrancher à fond de cale. Aujourd'hui, plus rien n'avait d'importance. Il acceptait tout événement nouveau sans rébellion. Ce sosie le menait en bateau. Et alors, ce serait l'une des dernières anecdotes dont il se souviendrait quand sa vie défilerait devant ses yeux. À l'instant suprême, une seconde avant de découvrir un ailleurs existant ou de plonger dans le néant. Monsieur, ne vous torturez pas l'esprit, reprit la vieille femme à la voix d'or. Cette seconde dure plus longtemps qu'on ne le croit, une seconde d'éternité. Pour être débarrassé d'un crabe et de ses pinces, cela en vaut la peine. Lucas eut la sensation que le bras de la femme devenait immatériel, sans poids ni pression aucune. Il ne s'étonna pas de se retrouver seul au pied du phare. L'illusion d'optique avait été parfaite. Un rayon de soleil effleura un rocher dont la découpe de tourteau semblait vaciller. Il retourna s'asseoir sur le siège, creusé dans le granit. Il était temps de reprendre la conversation entamée des années auparavant. « Vos gueules, les mouettes !» Et s'il nous reste un tout petit peu de temps, laissons répondre les mouettes. Le titre de cette nouvelle est justement « La mouette ». Il ouvrit l'œil, tendit l'oreille et s'étira avec volupté. Les cloches de l'église égrenaient 8 coups. Depuis qu'il était à la retraite, il s'octroyait des grasses matinées, lui qui était maigre comme un clou. Fini l'époque où le réveil le secouait à 3h45 précise. « Debout, mon gaillard, le boulot t'attend !» Et la Suzon qui renchérissait avant de se rendormir. « Debout, François, le boulot t'attend !» Il se levait tout pantelant. Plus maintenant. 8 coups. Il progressait d'année en année. Rompre son rythme de sommeil n'avait pas été une mince affaire. Il poussa les volets et respira un bol d'air salé. À jeun, il n'y avait rien de meilleur. Les embruns le fouettèrent au visage. Une illumination soudaine lui fit dresser l'index droit. Il allait écrire ses mémoires. Une bouffée d'émotion le submergea. Ses mémoires, cette grande décision balaya d'un coup les nuages sombres assemblés au-dessus du port. Il avait justement acheté à la maison de la presse un cahier pour noter ses gains et ses dépenses. Il était radin au plus haut point. Sa retraite ridicule ne lui aurait pas payé les cafés Calva quotidiens au bistrot La Pomme. Heureusement qu'il avait mis des sous de côté sans en parler à sa femme. Elle se serait empressée de les faire fondre au soleil. Il se frotta les mains. Il avait du pain sur la planche, sans réveil, ni Suzon. La vie avait quand même du bon. Il prit le cahier tout neuf et un bic vert espoir. S'assit à la petite table, près de la fenêtre, et écrivit de sa plus belle écriture, langue tirée pour mieux s'appliquer, mes mémoires. Il ne doutait pas une seconde qu'on s'arracherait ses œufs comme des petits pains. Ben tiens, il avait été boulanger, le père la baguette, voilà comment on le surnommait. À double sens, car la Suzon était un vrai chef d'orchestre. Elle menait à la baguette, lui, le spécialiste des miches et des croissants, le François bon comme du bon pain. Une mouette se posa sur le rebord de la fenêtre et criailla. « Le casse-croûte tout à l'heure, ma belle, j'ai mon chef-d'œuvre à écrire et je n'ai pas encore l'entraînement. » Sous l'œil intrigué de l'oiseau,
Il tourna délicatement la première page et traça quelques mots d'un seul jet. L'inspiration était au rendez-vous. Chapitre 1er. Je suis né le 1er janvier 1937 et tout le monde s'en fout. Un brin déçu, il abandonna le cahier. Qui s'intéresserait aux pérégrinations du père Labaguette? Personne. Pourtant, il en aurait eu des choses à raconter. Enfant, il adorait pêcher au bout de la jetée. Il mettait dans un seau des déchets de poisson, le suspendait à l'aide d'une corde et le laissait glisser dans l'eau. Quand il le remontait, le seau regorgeait de petits crabes à soupe. Parfois, il y en avait tant que le seau trop lourd lui échappait des mains. Oh, la tête de sa mère lorsqu'il rentrait tout penaud, les mains vides, sans contenant ni contenu. Cela s'était souvent produit et ses fesses se souvenaient des coups de martinet. Tout le monde s'en fout, grommela-t-il. Il aurait aimé en parler à la mouette, mais elle avait plié bagage. Dommage, ventre affamé n'a pas d'oreille. Il s'accouda à la fenêtre. Les vacanciers n'avaient pas encore envahi la petite ville normande. Les bateaux de plaisance tanguaient sagement, tandis que les pêcheurs déchargeaient leurs barcasses. Un spectacle dont François ne se lassait pas. Autrefois, quand il plongeait le nez dans la farine, il n'entendait pas les premiers chants d'oiseaux juste avant que le ciel pâlisse. Il ne voyait jamais le jour se lever sur le port. Maintenant, si, le bonheur. À l'est s'étendait la plage bordée de cabines de bois. Ah, il s'en était passé des vertes et des pas mûres dans ces cabines-là. À l'époque, la Suzon était belle et mince, avec 2 pois rebondis, pointés vers l'avant. On les appelait ses arguments. Elle avait l'art de se faufiler entre les planches et d'attirer les garçons dans ses filets. C'est lui qui avait tiré le gros lot parce qu'elle s'était retrouvée enceinte plus tôt que prévu. Passée la bague au doigt, la Suzon était rentrée dans le droit chemin. Adieu la fille délurée dont il était tombé amoureux. Robe et chemise de nuit lui montaient jusqu'au cou, emprisonnant les poires auxquelles il n'avait plus accès. La nuit où Suzon avait passé l'arme à gauche, il avait cru qu'elle lui manquerait. Bizarrement non. Il avait vite pris goût au lit double, dormant en diagonale, ronflant 2 fois plus fort qu'avant. Tout guilleret, il avait mis la main à la pâte. Il y avait si longtemps que la Suzon lui interdisait l'entrée de la cuisine, même pour préparer des brioches et de la pâte à pizza. Non, de là, c'était quand même sa spécialité. Mais il filait doux, n'élevant jamais la voix de peur des représailles. Le père Labaguette, un moins que rien, voilà ce qu'elle pensait. Tout ça parce qu'il avait fricoté une fois, rien qu'une fois, avec l'institutrice des grands, une vraie planche à pain. Tout le monde s'en fout. La mouette, de retour, poussa un cri strident, et François la regarda ému. « Sauf toi, enfin, je peux toujours le croire. Ça mange pas de pain, tu veux ta croûte, ma belle? Attends, je vais la chercher. » Elle était marrante, cette mouette. Chaque matin, elle venait prendre son petit déjeuner devant la fenêtre, le rire au bec. Tu en aurais sûrement des aventures à raconter. Tu pourrais me les dicter. Il s'interrompit car la mouette le fixait d'un œil noir. Pas un poil de tendresse dans ce regard-là. François eut soudain une bouffée d'angoisse. Et si c'était la Suzon qui s'était réincarnée? Il croyait dur comme fer à la réincarnation depuis qu'il avait vu un documentaire au Ciné du Port. « Documentaire, oui !» avait scandé la Suzon qui adorait grignoter des croûtes de pain dès le réveil, comme cette mouette au regard étrange. François tendit le bout de pain d'un geste hésitant. L'oiseau s'en empara et cria de plus belle. « Hein? C'est bien toi, Suzon ?» La mouette sembla approuver en claquant du bec. Il tenta de réfléchir. Il avait bien dormi, par la moindre goutte de calva dans le sang, puis la veille au soir, en forme, le cerveau prêt à l'emploi. Lui, quand il se réincarnerait, il choisirait... François se gratouilla le crâne. Quoi, bonne question. Un oiseau, ce n'était pas si mal, hein? Un coup d'aile et ça s'envolait, un coup dans l'aile et ça piquait un petit roubignon. Elle n'avait pas eu tort. Pour une fois, la Suzon, les mouettes, on leur foutait la paix.
Personne ne leur tirait dessus les poubelles des restos, les restes des pêcheurs pour les repas de fête, les trouvailles sur la plage pour le quotidien. Maligne la Susan, plus maligne qu'il ne l'aurait cru. N'empêche qu'elle venait réclamer ses croûtes de pain pour son petit déjeuner. Oui, il choisirait un oiseau si on lui laissait le choix. Le chef, le roi des oiseaux, pour ne pas retomber sous la baguette d'un plus chef que lui. Un aigle, il n'aimait pas la montagne. Un hibou, il préférait la pleine lumière. Une buse, peut-être. Une mouette, flûte. Il devait de nouveau côtoyer la Susan réincarnée. Décidément, le destin n'était pas fait pour les faibles comme lui. La mouette éclata d'un rire moqueur. Elle sauta dans la chambre, sur le cahier toujours ouvert, et laissa une trace palmée sous les premières lignes des mémoires du père Labaguette. La preuve que François guettait, c'était bien Susan. Elle interdisait qu'on dévoile ce qu'avait été sa minable vie humaine. Elle se dentillait sur la table, le cou tendu agressivement dans sa direction. « C'est bien toi, sursauta François. Tu ne vas pas encore me reprocher l'histoire de l'institutrice, du passé, tout ça. Au moment décisif, elle récitait les tables de multiplication par 7, celles que j'ai jamais pu apprendre. Ça m'avait coupé tous mes effets, mais je te jure. » La mouette lui lança un regard menaçant. « Qu'est-ce que tu veux ? Exprime-toi, bredouilla-t-il en reculant. Encore une croûte, tu veux retrouver ta ligne d'autrefois que quand tu n'avais pas... Quand un appétit d'oiseau et largement dépassé les 100 kilos. » La mouette entr'ouvrit le bec comme dans les oiseaux d'Hitchcock. Vision d'horreur. Il allait se faire transpercer le front, vider la cervelle. « C'est de l'humour, grimaça-t-il. Oui, je sais, tu détestes l'humour. Pourtant maintenant, tu es enfin capable de rire, normal pour une mouette. Tu ris peut-être jaune. Arrête d'avancer. Tu me fais peur. Ça me rappelle les soirs où je rentrais un peu éméché du café La Pomme et que tu m'attendais une baguette de coudrier à la main. Regarde la Susan, j'ai expié. J'ai encore les cicatrices sur les bras car tu n'y allais pas de main morte. » Il recula d'un pas et tomba à la renverse dans l'escalier, sans un coup d'aile dans l'aile. Le premier vol, un aigle, non. Hibou, non. Buse, non plus. Mouette, certainement pas. Un vol au ralenti qui lui permit de choisir l'oiseau reptile qu'il serait. Un archéoptérix. Pas le faux-lucile qu'il avait vu à la télé, non. Un vrai, bien vivant. L'unique archéoptérix actuel. Il survolerait la mer, effleurerait les vagues les jours de tempête, s'enivrerait d'écume, reviendrait souvent au port, histoire de se tenir au courant des derniers cancans. Il serait libre comme l'air. Un éclat de lumière, blanc, le cou du père François. La mouette pencha la tête sur le côté, prit le cahier du bout du bec et s'envola par la fenêtre.